Cet épisode de Questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire en conformité avec toutes les règles de notification. Rendez-vous sur lrmhuissier au pluriel.com, lrmhuissiers.com pour plus de détails. Bonjour à tous. Ici Hugo Martin, je suis en studio pour vous présenter le 25e épisode de Questions de preuve. 25 épisodes, c'est un milestone. On est très fiers du travail qui a été accompli par l'équipe de Questions de preuve. Extrêmement difficile de produire un podcast, en tout cas le podcast que je voudrais vous offrir avec la plus grande qualité possible. Alors, je vous dis que je suis en studio parce que l'enregistrement que vous écoutez aujourd'hui a été enregistré, comme on dit, dans le métier, c'est pas que je suis quelqu'un de métier vraiment, on location à la Cour suprême du Canada. Il s'agit pour le 25e épisode d'un entretien avec Richard Wagner, le juge en chef de la Cour suprême du Canada. Le juge Wagner a été extrêmement généreux de son temps et surtout extrêmement généreux avec ses réponses. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que cet épisode a été enregistré il y a plus d'1 an. L'équipe de Questions de preuve était extrêmement jeune, c'est-à-dire que nous venions à peine de débuter les podcasts lorsque l'équipe du juge Wagner a accepté notre demande d'entretien avec lui. Alors, nous étions extrêmement heureux. Je tiens d'ailleurs à remercier René Thériault, conseillère juridique principale, Julie Lafleur-Lemay, gestionnaire judiciaire exécutive, ainsi que Jill Sauvé, qui est une analyste de cas à la Cour suprême du Canada. Alors, merci beaucoup, mesdames, pour votre accueil et pour m'avoir facilité énormément la tâche lors de mon entretien avec le juge en chef Wagner. Je tiens aussi à souligner le travail de Sabrina Roy, notre technicienne audio, qui a amélioré la qualité sonore de l'enregistrement. Alors, sans plus tarder. Question de preuve, enregistrée le 7 novembre 2019, Wagner. De la Cour suprême du Canada à Ottawa, dans la magnifique salle de lecture des juges, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années, fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des balados, dont Questions de preuve, un podcast d'actualité juridique. Le format audio permet normalement à mon équipe et moi, lorsque nous sommes en studio, de porter le jeans. Vous ne pouvez pas nous voir, mais aujourd'hui, James Patrick et moi portons le complet cravate puisque j'ai l'immense plaisir de m'entretenir avec le très honorable Richard Wagner, juge en chef du Canada, comme moi, un fier gradué de l'Université d'Ottawa, mais c'est là où cessent les ressemblances. Durant cet épisode, nous allons discuter du parcours du juge Wagner, du rôle de la Cour suprême du Canada et celui des avocats qui s'y présentent, ainsi que l'avenir de la Cour. Né à Montréal, fils de Claude Wagner, ex-ministre de la Justice sous Jean Lesage, il fait ses études collégiales à Brébeuf. Ensuite, à Ottawa, il obtient son bac en sciences sociales avec concentration en sciences politiques, en 1978 d'ailleurs. Pour ensuite recevoir une licence en droit de l'Université d'Ottawa en 1979, il est admis l'année suivante au barreau du Québec. Monsieur le juge Wagner, bonjour. Bonjour, M. Martin. Merci d'avoir accepté notre invitation et je vous prie de saluer nos auditeurs comme vous le faites en début de chacune des auditions de la Cour en nous disant votre fameux « bonjour à tous ». Bonjour à tous. Je vous imite bien d'ailleurs. Tout d'abord, peut-être pour commencer rapidement de façon légère, est-ce que votre père a influencé votre choix de carrière? Sûrement, consciemment ou inconsciemment. Là, évidemment, moi, j'ai grandi dans une famille dans laquelle, évidemment, mon père était avocat de profession. Donc, je l'ai vu travailler, je l'ai entendu parler de la profession d'avocat avant qu'il devienne juge, puis il entre en politique. Donc, moi, je pense bien que ça a sûrement eu une influence sur mon évolution dans mes études. On a parlé de l'université. Après l'université, vous avez fait votre stage à Montréal, c'est ça? À Montréal, oui, au bureau Lavry. OK. À l'époque, ça s'appelait Lavry Johnson Clark Carrière Mason & Partners. Vous devez savoir qu'à l'époque, les bureaux d'avocats portaient le nom entier des associés. Alors, c'est un bureau de 26 avocats à l'époque. Et quand j'ai quitté le cabinet en 2004, nous étions 165, je pense. Bâtonnier de Montréal aussi. Bâtonnier de Montréal, 2001-2002, élu. Vraiment. OK. Il Parce y en a de moins en moins, malgré que là, je peux dire la mode revient un peu. Oui, là. mais c'était la première fois à l'époque, depuis les années 50, qu'il y avait une élection au poste de bâtonnier. Il y avait eu des élections au poste de premier conseiller, mais pas au poste de bâtonnier. Alors,
j'ai dû faire une campagne électorale. Avez-vous été premier conseiller avant? J'ai été premier conseiller avant. Et donc, on s'est présenté contre vous. Directement au niveau du bâtonnat, oui. OK. Ouais. Non, c'est intéressant. Oui, bien, tout à fait, mais ça implique que ça. On a rencontré Maxime Alpin, le bâtonnier Oui, de Laval, oui. cette semaine, et ça implique d'avoir une vraie plateforme puis vouloir Ah, tout à fait. la vendre et la. L'avantage, c'est que ça m'a permis de rencontrer les membres du barreau de Montréal et d'aller les saluer. Et il y a eu beaucoup de bonnes choses qui ont découlé de cette campagne-là. Beaucoup de travail, aussi beaucoup d'implications professionnelles, mais en dehors de la pratique. Absolument. À enseigner la technique de plaidoirie au barreau du Québec. Oui, Vous avez fait ça pendant quelques années aussi. tout à fait, oui. Vous étiez avocat plaidaire? Moi, j'étais avocat plaidaire. Alors moi, quand j'étais étudiant ici à l'Université d'Ottawa, ce que je voulais faire, je voulais plaider. Alors, je voulais plaider et vraiment, là, j'ai été choyé. J'ai été privilégié parce que j'ai plaidé devant tous les tribunaux judiciaires et quasi-judiciaires. Et moi, le matin, quand j'allais au palais de justice puis je revêtais ma toge, là, j'étais l'homme le plus heureux du monde. Et donc, j'ai été gâté là-dessus parce que j'ai eu la chance de plaider partout en province en connaissant les diverses, j'allais dire, cultures ou pratiques qui peuvent être différentes là, d'un district à l'autre. Ah, tout à fait. On s'en allait à Granby à une époque, quand moi j'ai commencé à pratiquer, où il n'y avait pas de micro qui allait à l'extérieur. Fait que le juge demandait à un avocat de la place, il disait Pierre, va donc me chercher Jean à l'extérieur. Tout à fait, oui. Ça nous fait un peu. Ouais. Un peu Non, c'est une grande richesse quand même sur le patrimoine légal, juridique, judiciaire du Québec. Puis vous avez vu aussi les beaux palais là, avant que les tout palais à fait. se sentent. On parle de Cowansville, là, qui est un palais superbe. Tout à fait. Il y avait un beau palais également. Ma première cause en cour supérieure, c'était à Amos. Et en plein hiver, c'était quelque chose. Et c'était un des derniers dossiers d'assurance automobile. En fait, des bumpers. Oui, des bumpers, mais avec blessure corporelle. Donc, c'était un procès d'une semaine. Et puis, c'était dans le palais de justice à Amos, qui avait des belles verrières, je me souviens bien à l'époque. Là. Alors, c'est une belle expérience. Vous aviez les tableaux avec les routes, un coin de route, là, voyons, une intersection. Ouais, c'est ça. Vous pouvez faire les ça, dessins, c'est les petites voitures. Là. Ouais, ça, j'ai vécu ça aussi. Ah, quand même. Un peu plus tard, un petit peu avant, je pense qu'on va avoir des nommés, puis on va parler un petit peu de l'accès à la justice tout à l'heure, mais le CAIJ, ça a été un de vos bébés, quelque chose qui est important pour vous. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir faire une bibliothèque, disons, pour tous les avocats? Oui. Bien, évidemment, les astres étaient bien alignés à ce moment-là. Au barreau de Montréal, on avait une superbe bibliothèque qui est encore au 17e étage du palais de justice, qui coûtait quand même très cher et qui était fréquentée par 10 de notre membership parce que les bureaux de Montréal, en général, avaient leur propre bibliothèque. Alors qu'en région, ben, il n'y avait rien. Il n'y avait pas grand-chose. C'était la bibliothèque du palais de justice locale. Les amendements étaient amenés par les secrétaires des juges. Alors, c'était vraiment un peu bancal comme possibilité de recherche. Alors, les gens avaient un besoin, mais il n'y avait rien en région. Nous, on avait beaucoup de choses, des beaux actifs, mais qui étaient sous-utilisés. Ouais. Et donc, on a décidé, avec le bâtonnier de Québec et les représentants des barreaux de province, de mettre ensemble nos actifs et de faire en sorte que la bibliothèque, maintenant, bien, ça serait une bibliothèque sur chaque bureau d'avocat. Et donc, gérée par des professionnels du domaine. Et donc, c'était un acte de foi quand même assez important. Et je pense que ça a été probablement une des plus belles réussites des avocats du Québec. Je suis tout à fait d'accord. Et je ne réfère pas au barreau du Québec ou au barreau de Montréal, je pense aux avocats. Parce que ça a été une belle complicité entre le barreau de Montréal, les avocats de province, puis le barreau de la Ville de Québec. Et j'en parle encore avec beaucoup d'enthousiasme parce que ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, c'est facile de le regarder puis voir le succès de l'entreprise, là, mais à l'époque, là, on partait là, de zéro. Oui, puis demander ces budgets-là aux avocats, c'était exactement. Puis ça demeure encore des argents importants. Là, hein? Je pense qu'il faut le réaliser. Mais je pense qu'on a un bon produit. Le réseau est bien, il est complet, puis il est facile d'utilisation aussi. Et à l'époque, l'ironie, c'est que j'étais parti avec mon collègue de l'époque, Michel Pinsonneau. Moi, j'étais premier conseiller, puis lui était bâtonnier. Puis on est parti voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs au Canada. On a été à Vancouver, qui à l'époque était l'endroit, soi-disant, qui était le mieux équipé là, au niveau des recherches, au niveau des installations, au niveau de la recherche en bibliothèque. Et on a été voir le réseau. Et à partir de là, évidemment, on a développé notre propre réseau. Et l'ironie, c'est que les gens maintenant viennent au Québec, viennent voir comment le CAIJ fonctionne pour s'inspirer.
Alors, je pense que c'est une belle réussite. Mais Montréal est inspirant. De toute façon, c'est bon de rentrer à Montréal au caisse. Comme ça nous aide à travailler, honnêtement. Là, puis, au niveau de la recherche et tout ça. Vous avez encore des affinités au caisse à Montréal? Oui, j'ai quelques bonnes connaissances là, oui. La magistrature, est-ce que c'était une fin en soi pour vous? Non. C'est un événement qui est arrivé dans le cours, que j'appellerais le cours normal de ma pratique. OK. J'ai pratiqué pendant 25 ans. J'ai pratiqué de façon très intense. J'ai plaidé devant tous les tribunaux, comme je le disais tantôt, dans bien des domaines très variés. Je me suis intéressé aux affaires du barreau parce que je me disais que la vie dans un grand cabinet de Montréal, c'était pas vraiment la réalité des avocats en général. Tout à fait. La réalité est tout autre. Et donc, de m'impliquer au barreau, ça m'a permis de connaître un peu c'était quoi la pratique en région, par exemple, dans des plus petits cabinets, des avocats solo, etc. Et ça, j'ai trouvé ça excessivement enrichissant. Parler un avocat solo qui, moi, en sortant de l'université, j'ai ouvert mon propre bureau tout seul. Oui. C'est quelque chose. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais merci, je peux vous dire. C'est peut-être pour ça que je fais des podcasts aujourd'hui, par exemple. Non, mais c'est une variété d'activités. Puis quand je suis devenu bâtonnier de Montréal, j'ai décidé de faire mon année de bâtonnat de façon un petit peu différente. Et donc, j'ai tenu à peu près 8 réunions sur l'île de Montréal. Une réunion avec les avocats, par exemple, du contentieux du ministère de la Justice. Une réunion avec les avocats de l'Ouest de l'île. Une réunion avec les avocats de l'Est devant le stade olympique. Une réunion avec les grands avocats, les avocats des grands bureaux de Montréal, etc. 8 endroits qui me permettaient à chaque fois, chaque réunion, d'aller chercher les idées de ces gens-là. Et ils avaient la chance de m'écrire avant, puis là, je leur donnais des informations. Où on était rendu là, au niveau de la négociation pour le nouveau code de procédure civile. Où on était rendu pour les délais, etc., etc. Donc, L'ancien nouveau code. L'ancien nouveau code, effectivement. On a eu un autre depuis ce temps-là. Et donc, j'ai trouvé cette année-là absolument stimulante, mais très demandante. Ça va vite un an. J'en parlais à tous les bâtonniers à qui j'ai parlé. Je pense que Québec, il y a 2 ans. Sherbrooke, il y a 2 ans. Mais ça va vite un an. Alors, ça va être très intense. Puis, je rencontre encore des avocats de Montréal qui m'en parlent encore, déjà depuis, ça fait déjà maintenant 20 ans maintenant. Alors, donc ça m'a permis effectivement d'en connaître plus sur la profession. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'avais fait le tour pas mal du jardin. Et l'idée de faire ma demande à la magistrature s'est présentée. Ouverture pour un poste à la Cour supérieure du Québec en 2004. Vous étiez basé, si je peux dire, à Montréal. C'est bien ça? Oui. À l'époque, moi, j'avais quitté la faculté de droit de l'Université d'Ottawa avec le goût de faire du droit criminel. Il faut te replacer dans le temps. 79, c'était avant même la Charte des droits. Je trouvais ça fascinant, le droit criminel. Sauf que ma pratique chez Lavery en civil commercial, incompatible avec le droit criminel. C'est 2 mondes différents, la clientèle différente. La faune était différente. Alors, ils ne rentrent pas dans la même salle de conférence. C'est différent. Il n'y en a pas qui est meilleur que l'autre. Je ne veux pas dire ça, mais c'est différent. Et qui répond à des exigences également différentes au niveau des disponibilités. Tout à fait. Et donc, je me suis dit, quand j'ai été nommé juge à la Cour supérieure, j'ai dit, voilà ma chance. Et là, immédiatement, j'ai pris toutes les formations possibles et disponibles à travers le pays en droit criminel. Je voulais présider des procès par jury. Oh, wow. Alors, après 2 ans, j'ai commencé à faire du droit criminel, ce que je n'avais jamais fait de ma pratique. Et à la Cour supérieure, on fait les procès par jury, non pas le juge seul. On fait des appels également sur les décisions de la Cour du Québec et de la Cour municipale. Donc, je me suis encore gâté. Et vraiment, là, je le dis avec beaucoup de franchise et de transparence, j'ai été favorisé et privilégié. J'ai présidé des procès aux assises, là, et ça a été une expérience extraordinaire. Et d'ailleurs, aux assises, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Tant mieux. Oui, mais c'est une des belles provinces très criminalisées, tant mieux. Non, mais il reste quand même que ça m'a, disons, pas réconcilié, mais ça m'a conforté dans l'idée qu'on avait un excellent système en droit criminel par jury. Moi, je crois beaucoup au jury. Il y a une sagesse qui se dégage de 12 personnes qui entendent une cause, là, et il n'y a pas un verdict avec lequel je n'étais pas d'accord, avec tous les procès que j'ai présidés. OK, wow, ça pourrait faire le sujet d'un podcast au complet, là, mais on va continuer. Mais ça me surprend un peu de... Peut-être, moi aussi, je suis un gars de commercial toute ma vie, donc peut-être que je suis peut-être un peu teinté sur la présence des jurés, mais c'est intéressant. Ah oui, mais pour les procès par jury, là, quand on convoque, on choisit les avocats choisissent les jurés, il n'y a personne qui veut y aller. Parce que, évidemment, c'est pendant 2-3 semaines
2 mois, 3 mois, 4 mois, les citoyens sont privés jusqu'à un certain point de leur liberté, là, jusqu'à un certain point. C'est un devoir civique. Tout à fait. Donc, il n'y a personne qui veut y aller, ils trouvent toutes des excuses. Puis à la fin, quand on va voir les jurés, après le procès, on ne parle pas de la décision, mais on parle de leur expérience. Ils ont tous adoré l'expérience. Ça a été mon expérience à moi. Et ils voulaient en faire d'autres. Alors, ils réalisent l'importance de leur travail, puis ils prennent leur travail très au sérieux. Ils voient tout, ils entendent tout. Et au niveau humain, là, pour un juge, là, de traiter avec 12 personnes au quotidien là, qui vous regardent, là, puis ils comptent sur vous, là, pour les guider. Puis il y a une expérience humaine exceptionnelle que je suis vraiment heureux d'avoir vécu. Et en 2011, ça a commencé à vous manquer, ça? Cours d'appel? Cours d'appel, encore une fois. C'est Harper, je pense. Hein? C'était le premier ministre Harper qui était à l'époque, oui. Okay. Et donc, j'ai dit oui. Et puis, je suis resté à cour d'appel 23 mois. Puis là, j'ai eu un autre appel. Le juge Marie Deschamps quittait. Vous l'avez succédé en octobre 2012. En octobre 2012, effectivement. Elle a quitté au mois de mai 2012 et j'ai reçu l'appel du premier ministre à la fin septembre 2012. Stephen Harper encore à ce moment-là. Oui, tout à fait. Okay. C'est Justin Trudeau qui vous a confirmé à titre de juge en chef au mois de décembre 2017. Ouais. Okay. Et cet appel-là, je veux dire, c'est quand même la Cour suprême, c'est comme la Ligue nationale. Là, donc, on prend comment cet appel-là? Avec beaucoup de fébrilité, avec beaucoup d'humilité aussi. Ça doit être un beaucoup peu... d'humilité, où on réalise ce que ça représente. Là. Alors, je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout, mais il n'y a pas de recette. Hein? Il n'y a pas de livre de recettes. C'est mes prochaines questions. Là. Dites-moi pas ça tout de suite. Bon. Donc, on vous appelle et on lâche. C'est une décision qu'il faut prendre immédiatement, juste par curiosité. Est-ce qu'on vous donne un peu de temps? Ou... Ben, il y avait un processus dans mon temps, il y avait un processus de sélection. Là. Il y avait un comité de sélection qui recommandait 3 candidatures. OK. Et le premier ministre devait choisir parmi ces 3 candidatures-là. C'est encore le cas aujourd'hui. OK. Ça a été rétabli sous le régime du premier ministre Trudeau. Et donc, j'étais un de ces 3-là, puis il a choisi, puis il m'a appelé. Le matin, son bureau me dit, le premier ministre aimerait vous parler cet après-midi. Là, je me doutais un peu, c'était pourquoi. Alors, il m'a appelé. Le poste avait été resté vacant depuis le départ de la juge. De Mme Deschamps, ouais. Okay. Au mois de mai. Mais c'était un délai quand même assez normal. OK. Ouais, quelques mois. Et donc, j'ai reçu la nouvelle, j'ai trouvé ça absolument stimulant, mais également, je sentais le poids de la responsabilité qui s'en venait avec. Là. Oui. Et est-ce que c'est un peu comme le juge Casirant, le lendemain, vous entendez des demandes d'autorisation? Ah, c'est tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai été, à l'époque, le candidat, comme aujourd'hui d'ailleurs, devait comparaître devant un comité du Parlement, des sénateurs et des députés. Et donc, j'ai dû répondre pendant un bon 2 heures de temps à leurs questions, que je n'avais pas avant, dont je ne connaissais pas la teneur avant. Et ça a été une belle aventure parce que ça m'a permis d'indiquer aux gens, aux citoyens, qui j'étais, okay. Où je venais, puis un peu ma philosophie, puis ma vision des choses. Et à telle enseigne que dans les semaines qui ont suivi, j'ai reçu des cartes postales des citoyens de différentes provinces qui m'écrivaient Hi Judge, là je dis ça parce que c'est souvent des anglophones, I saw you on TV, good luck, I like that. Des choses comme ça, des commentaires comme ça. Ceux qui ne m'ont pas aimé, évidemment, ne m'ont pas écrit. Mais là, je vous parle de ceux qui m'ont écrit. Et je trouvais ça quand même, ça voulait dire pour moi qu'il y avait un besoin chez les citoyens de connaître qui sont les juges, puis qu'est-ce qu'on fait, puis comment on le fait, puis pourquoi on le fait. Ah, mais vous allez faire les bons enchaînements, mais c'est sûr que ça s'en vient parce que vous êtes un peu le juge de la transparence. Là. Bien, c'est ça qui m'a motivé. Oui, c'est ça qui m'a motivé dans un contexte où je réalise depuis plusieurs années qu'avec les médias sociaux qui prennent beaucoup de place, comme vous le savez, les médias traditionnels qui en prennent moins, parce qu'ils n'ont pas les moyens maintenant, la compétition, etc., les journaux, entre autres. Ouais. Et donc, il y a un besoin, je pense, additionnel pour les juges, tribunaux, de communiquer directement avec la population, de leur dire qui nous sommes, comment on fait notre travail, pourquoi on le fait. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est important que les gens gardent foi dans le système de justice.
Puis j'ai toujours pensé, moi, que les préjugés, c'était causé par l'ignorance, souvent. Alors, plus d'informations qu'on donne aux gens, le moins de préjugés il va y avoir, puis il y a plus de crédibilité dans le système de justice qu'il va y avoir. Et les critiques sont plus éclairées, je pense aussi. Je pense que ça, oui. Alors, c'est la raison pour laquelle, non seulement depuis que je suis devenu juge en chef, mais avant même, j'ai toujours pensé que c'était bon de donner de l'information aux gens. Tout à fait, tout à fait. Juge Puiné, ça a l'air comme si c'était comme un juge de deuxième. De deuxième C'est une vieille expression, oui. Et dans un mois, un petit peu plus qu'un mois, vous avez 2 ans à titre de juge en chef. Nous avons dit tout à l'heure que c'est Justin Trudeau qui vous avait confirmé dans ce rôle. C'est une nomination, ça? C'est une nomination. Une nomination. Oui, j'ai pas eu à comparaître par la suite. C'est une nomination. OK. Et... J'avais déjà donné. Parce que les juges, on n'est pas habitués à être sur la place publique. Puis aussi, se retrouver, comme avocat, on n'est pas non plus habitué de se retrouver de l'autre côté du micro et de témoigner. Tout à fait. Là, donc et c'est là où il faut faire attention, comme juge. Transparence, oui. Information, communication, oui. Mais il faut garder également une réserve. Hein? On n'est pas là pour débattre sur la place publique de nos jugements. Mm-hmm. On ne devrait pas faire les talk shows. C'est une des raisons pour lesquelles les gens ont foi dans les tribunaux, c'est-à-dire qu'on évite de se mêler des dossiers publics, politiques. Alors, c'est un dosage. Il faut à la fois respecter notre devoir de réserve et à la fois pouvoir prendre les chances et les opportunités de communiquer directement avec la population. Votre rôle de juge en chef, vous le décrivez comment? C'est un peu un chef d'orchestre. Donc, relation, mes notes, j'avais relation entre les juges et distribution des dossiers? Entre autres, mais ça, c'est un volet. Le juge en chef de la Cour suprême, comme vous le savez peut-être, là, il y a d'autres chapeaux. Il y a le chapeau du juge en chef. Vous êtes président du Conseil de la magistrature. C'est exact. Vous êtes le possible remplaçant du gouverneur général du Canada. Ça peut arriver. Je l'ai fait il y a 2 semaines. Lors de ça, j'ignorais ça. Moi, je pensais que c'était... Lors du couronnement, les cérémonies de couronnement de l'empereur du Japon. OK. Le premier ministre, évidemment, n'était pas disponible. C'était le 21 octobre. Il y avait comme des élections au Canada. La gouverneure générale également n'était pas disponible parce que au cas où il y aurait un gouvernement minoritaire. Donc, on fait appel au 3e dans la liste d'administration du pays. C'est le juge en chef du Canada. Et donc, on m'a demandé si je pouvais remplacer le premier ministre pour représenter le Canada. Alors, donc, j'ai agi comme chef d'État au Japon, aux cérémonies de l'empereur, qui était absolument extraordinaire. C'est une expérience unique. Oui, pour un non-élu, en plus. Tout à fait. Alors, c'est le meilleur des deux mondes. Et donc, j'ai bien apprécié ça. Et je pense que j'ai fait mon possible pour bien représenter le pays. J'ai aucun doute là-dessus. Président du Conseil de la magistrature. Oui. Qui réunit, le Conseil Conseil canadien de la magistrature réunit les 42 juges en chef au Canada, donc des juges fédéraux, dans toutes les provinces. Et veille donc à gérer la formation des juges et également la discipline des juges. Et qui vous discipline, vous? C'est une bonne question, ça. Théoriquement, ça serait le Conseil canadien de la magistrature également. On va espérer que ça n'arrive jamais. C'est pas dans, en fait, la question était un peu comme... À un moment donné, il y a le chef. C'est une bonne question. Mais on est soumis également au même contrôle. Ouais. Tout à fait. On doit répondre, si jamais il y a une plainte, on doit répondre au Conseil. Et ici, le day-to-day à la Cour suprême du Canada? Donc, ça, c'est l'autre chapeau du juge en chef. Ouais. Le day-to-day, bien évidemment, ma fonction, c'est... évidemment, ici, en théorie, nous avons 200... Pas en théorie, en pratique, nous avons 230 employés. Donc, il y a le rôle administratif et gestionnaire. Le rôle administratif et gestionnaire. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect également juge. J'entends des causes au même titre que mes 8 autres collègues, le même nombre de dossiers. Je dois évidemment gérer les assignations, de dossiers, la gestion de la Cour en général. Siégez-vous sur les demandes? Je siège également sur les demandes de permission d'appeler, au même titre que les autres. Est-ce que c'est exceptionnel de vous ou vos prédécesseurs le faisaient aussi? Non, les aussi? prédécesseurs le faisaient également. OK. Oui. Donc, le rôle administratif, le rôle de gestion, je me posais la question, est-ce que c'est vous qui êtes en charge du budget aussi de la Cour? Théoriquement, oui, en bout de ligne. Mais j'ai des gens au bureau du registraire, registraire adjoint, responsable des finances, qui s'occupent de gérer cet aspect-là. Mais ultimement, ça vient tout sur mon bureau. Et j'en suis responsable. Donc, on a le rôle administratif qui prend... Puis le rôle juridique lui-même, vous le définissez comment?
Le rôle juridique, c'est évidemment de décider des causes au même titre que mes 8 collègues. C'est de distribuer également les assignations pour rédiger les jugements. C'est de voir aux règles de pratique, aux nouvelles initiatives, là, justement de communication, par exemple. Là, depuis que je suis devenu juge en chef, on a eu plusieurs initiatives. Là. Il y a eu la mise en place des causes en bref à partir du mois de mars 2018. J'avais à ce moment-là également l'idée de siéger pour la première fois à l'extérieur d'Ottawa. Oui, vous êtes allé à Winnipeg, d'ailleurs. À Winnipeg pour choisir pour la première ville. Ça, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis que j'étais à la Cour, depuis en 2012. Donc, quand je suis devenu juge en chef, je me suis dit, voilà. Là, vous partez huissier, greffier, équipement. On part, effectivement, c'est exactement comme si nous siégions à Ottawa. On siège dans une autre ville. Okay. Évidemment, on a eu des locaux qui nous ont été prêtés par la Cour d'appel du Manitoba. Ça était très bien. On a eu une belle collaboration des gens là-bas, des huissiers là-bas aussi, là, du personnel. Mais les 8 juges sont partis et avec moi, puis on a siégé là-bas. Ça a été une très, très belle semaine. Donc, l'objectif, c'était de donner l'accès à des gens qui sont... De permettre aux gens là-bas de voir comment la Cour fonctionne. Et donc, les gens... assez incroyable, là. C'était en ligne le matin à 6 heures pour entrer dans la salle de cours, pour avoir de la place. Et on a fait une espèce de rotation. À chaque 20 minutes, un nouveau groupe qui se présentait pour regarder. Quand même, c'est beaucoup d'organisation. C'était une semaine de 2 cours, deux causes qu'on a entendues. Mais également, on a profité de l'occasion pour faire des exercices de communication. Alors, on a été dans les 9 écoles secondaires. Les 9 juges, rencontrer les étudiants et répondre à leurs questions. On a rencontré également les Autochtones, le grand chef du Mort. J'ai rencontré également les Métis et la communauté francophone de Saint-Boniface. Alors, à chaque fois, là, c'était un échange d'informations et de communication. Ça a été exceptionnel. Ça a été une expérience humaine exceptionnelle. La mission première de la Cour suprême du Canada, rendre des décisions indépendantes et impartiales sur des questions qui sont importantes pour les Canadiennes et les Canadiens. Tout à fait. Je pense ensuite de ça que vous avez inévitablement une influence sociale et politique sur la société canadienne. Comment est-ce que vous voyez ce rôle-là? Mais par voie de conséquence, je pense qu'on est très conscient qu'on a un impact sur la vie des gens. Chaque décision qui est prise ici par la Cour a un impact, direct ou indirect, sur la plupart des Canadiens dans toutes les provinces. Et pour une bonne raison, c'est que le Parlement canadien, la société donc, a confié à la magistrature, et en particulier la Cour suprême, le mandat de protéger les droits et libertés et d'interpréter la Charte des droits dans les cas où elle est mise en cause dans des litiges privés ou publics. Alors, par définition, lorsqu'on interprète une charte aussi fondamentale que la Charte des droits et libertés, ça a un impact sur les individus dans leur quotidien. Et donc, il n'y a aucun doute que toutes nos décisions ont un tel impact, puis on en est très conscient. Il y a des décisions qui sortent du lot plus facilement que d'autres. Hein. On va toujours parler de l'arrêt Carter en matière d'aide au suicide, qui frappe l'imaginaire. Mais il y a beaucoup d'autres dossiers aussi, dans lesquels, soit en relation de travail, soit dans le domaine même dans le droit privé, en matière d'environnement. Nos décisions ont un impact énorme sur l'évolution de la société. C'est ça, quand James Patrick et moi parlions de ce sujet-là, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect où vous êtes en réaction à un problème de société, où vous êtes aussi, il y a un autre aspect où vous pourriez changer la société en amont un peu, avant que tout ça arrive. Question de est-ce que la Cour est à l'avant-plan des changements sociaux ou plutôt est-ce qu'on attend que les mentalités changent, que la société change et après on prend des décisions conformément à ça? Mais en principe, évidemment, les tribunaux réagissent dans la mesure où on doit être saisi d'un dossier. Donc, en partant, il y a un problème qui nous est soumis. Donc, on réagit. Mais en réagissant et en déposant un jugement, par exemple, on peut aussi amener la société à un autre endroit, par définition, et non pas simplement régler le problème passé. Je donne l'exemple, par exemple, de Orphan Wells. C'est un dossier de l'Ouest où on devait interpréter la loi sur la faillite et l'insolvabilité,
mais qui a un impact énorme sur le droit de l'environnement, parce que là, on a dit dans cet arrêt-là, c'est moi qui ai rédigé dans ce dossier-là, on a décidé qu'une compagnie avait des responsabilités lorsque le puits était épuisé, là, qu'on devait remettre l'état des lieux comme ils étaient auparavant. Donc, les syndics à la faillite ne peuvent pas se libérer aussi facilement qu'en disant, on choisit certains actifs, mais on ne choisit pas d'autres. Il y a une obligation de respecter les normes environnementales. Ce genre de décision-là a un impact important là, sur l'évolution d'une société. Ouais. Et un impact légal important aussi. Légal aussi. Mais la question qu'on se pose, que je me pose un peu quand vous dites ça, puis c'est comme quand vous faites la distribution des dossiers, là, vous dites, je me suis attribué ce dossier-là. Quand vous faites la distribution des dossiers aussi, vous avez des personnalités qui sont derrière ça. Vous avez votre propre personnalité, vous aviez dans ce dossier-là une intention, certainement, en entendant la cause, OK, moi, c'est ça que je voudrais rédiger. Quand vous distribuez aussi les causes à vos collègues pour rédaction, vous devez aussi savoir un peu où la décision va s'en aller. Est-ce que vos collègues consultent ensuite avec tous les autres? Oui, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on siège 2 semaines par mois. Donc, après chaque dossier, après chaque audition, lors de la conférence qui suit, on discute évidemment du dossier. Et est-ce que l'appel est accueilli, rejeté, modulé? Et là, il y a un consensus, il y a une majorité, il y a une unanimité ou il y a une dissidence. Bref, c'est là que ça se passe. Et là, je demande qui est intéressé à rédiger dans ce dossier-là. Parmi la majorité, évidemment. Et là, le collègue lève la main. Et dans chaque dossier, donc, pendant 2 semaines de temps. Et après les 2 semaines, j'envoie une liste d'assignation dans laquelle j'indique que tel juge va être responsable de tel dossier, basé sur différents critères. Okay. L'intérêt du juge pour tel dossier, son volume de travail déjà qu'il doit assumer, la nature du dossier, etc. Une série de critères qui fait en sorte que je décide que tel juge va écrire pour la majorité ou non. Si on commence au début, on commence ici une demande d'autorisation. Pour les juristes, là, ça fonctionne comment? Là, c'est la Ligue nationale, beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Oui, en fait, même chose pour les avocats. Oui, il y en a à peu près entre 500 et 600 par année, requêtes de permission d'appeler. Parmi ces 500 ou 600 requêtes-là, les gens ne savent pas, ne réalisent pas, mais il y en a 30-35% qui sont des gens qui se représentent seuls. Et donc, c'est quand même un bon volume, là. Oui, j'ignorais ça. Et là, je pense que c'est porté à augmenter, si on le voit en... La tendance est lourde. Oui. La tendance est lourde pour toutes sortes de raisons. Là, on pourrait passer des heures à en parler. On va parler d'accès à la justice tout à l'heure. Et donc, parmi ces requêtes de permission d'appeler-là, on en prend à peu près entre 60 et 80 par année. Donc, la Cour est divisée en 3 panels de 3 juges. Il y a un certain nombre de requêtes qui sont envoyées, qui sont soumises à chacun de ces panels-là. Et là, on doit décider si effectivement, pour chaque dossier, si ça met en jeu des questions d'intérêt public, s'il y a une controverse en jurisprudence qu'on doit résoudre. Bref, les critères qui font en sorte que ce dossier-là devrait être soumis à notre attention au mérite. Et donc, une fois que la requête est accueillie, bien là, évidemment, ça suit son cours. Les mémoires sont déposées et une date d'audition est fixée. Il y a des appels de plein droit aussi? Appels de plein droit, lorsqu'en matière criminelle, oui. Il y a un des 3 juges de la Cour d'appel qui était dissident sur le verdict ou sur la décision comme telle. Et donc, automatiquement, on n'a pas le choix, on ne les choisit pas, ces dossiers-là, ça vient automatiquement à la Cour de plein droit. On en a à peu près de 12 à 20 par année. L'étape suivante, vous rencontrez des avocats pour préparer les mémoires. En fait, on ne les rencontre pas. Okay. Mais juste pour finir pour les appels, il y a la 3e catégorie d'appels qu'on entend, c'est les renvois. Alors, les renvois qui sont déposés évidemment par le Parlement fédéral et donc le gouvernement, donc en pratique, qui nous demande une opinion sur un dossier en particulier. Ça, c'est la 3e catégorie de dossiers qu'on entend. Et par la suite, ça suit son cours. On ne rencontre pas les avocats, mais on a des règles de pratique en vertu desquelles les avocats doivent déposer leur mémoire dans un délai fixé. L'intimé, la même chose. Les intervenants peuvent intervenir devant la Cour. Ce qui est un standard. Là. Je veux dire, il y a presque des interventions dans tous les dossiers. Ça arrive très souvent. Ouais. Évidemment, il y en a... en fait, les dossiers qu'on lit, dans le fond, c'est les dossiers qu'on lit, c'est des dossiers qui ont plus d'impact. J'imagine qu'il y a plus d'intervenants. Comme avant-hier, on avait un dossier sur le dossier de Uber, là, sur en tout cas, je ne parlais pas du dossier au mérite, là, mais c'est un dossier qui a engendré beaucoup d'intérêt. Il y avait 17 intervenants.
OK, quand même. Alors les dossiers d'envergure vont entraîner évidemment des tiers qui ont un intérêt à soumettre leurs arguments. Confection des rôles. Qui, quand, comment? Alors, confection des rôles, évidemment, au bureau du registraire. On a quand même un département légal aussi, là, qui sont des gens qui sont spécialisés à justement à confectionner les rôles. Mm-hmm. Puis en bout de ligne, quand vient le temps de décider ou s'il y a une controverse ou une ambiguïté, bien, ça va venir sur mon bureau aussi. OK. Et il y a des urgences. Il y en a qui sont entendus un peu avant. Il y en a qui sont entendus un peu plus tard. Ça arrive, mais très rarement. Rendu à la Cour suprême... Je pensais les débentures dans Bell, là, il y a plusieurs années. Oui, bien oui, on en parle encore, parce que c'est l'exception. Oui, ça s'est entendu dans la soirée. L'ancienne affaire de Daigle aussi, là, pour l'avortement, etc. Alors, c'est des cas quand même d'exception, ça. Là. On n'en a pas beaucoup de ça. OK. Et est-ce que vous intervenez? Est-ce que au niveau du bureau du juge en chef, est-ce que vous intervenez pour savoir quel dossier peut-être un peu prioritaire ou moins? Bien, il va arriver des circonstances, par exemple. Je donne l'exemple suivant. Quand je suis devenu juge en chef, j'ai réalisé que depuis les 10 dernières années, on avait une jurisprudence un peu qui allait dans toutes les directions en matière de révision judiciaire, depuis Dunsmuir. Et j'ai discuté de ça avec mes collègues. J'ai dit, écoutez, on devrait essayer de régler la question une fois pour toutes. Ou tenter de la régler une fois pour toutes. Et donc, j'ai volontairement choisi 3 dossiers. On a choisi 3 dossiers qui pourraient nous permettre, une fois entendu, de décider de la norme d'intervention en matière de révision judiciaire. Okay. Ça, c'est donc une intervention positive. On a entendu ça l'année dernière, donc au mois de décembre, et le jugement s'en vient. Mais là, c'est ce genre d'intervention-là qu'on peut faire dans des cas en particulier. Au niveau des délais, je regarde le bilan 2018, monsieur le juge, et je fais ça pendant qu'on se parle. Depuis votre arrivée, les délais ne bougent pas. On parle, là, grosso modo, n'importe où entre 6 et 7 mois. Oui. Il était de 23 mois dans les années 80. Oui, ça a déjà été pas mal pire. C'est quoi les indices ou qu'est-ce qui pourrait aider la Cour suprême à améliorer encore cette... On tente toujours de trouver des nouveaux moyens d'améliorer, que ce soit dans les communications. Là, on pousse beaucoup. Je mets beaucoup d'efforts et d'emphase sur la production électronique des documents. Essayer d'éviter à court terme, moyen terme, la production des documents, des papiers. Vous avez le juge Sanson de la Cour supérieure au Québec. Il est déjà convaincu. Oui, tout à fait. Et je suis d'accord avec lui. Et donc, ici, mais ça prend quand même un peu de temps pour mettre ça en branle, puis on travaille fort là-dessus. Vous savez, le juge Sanson m'a dit, lorsque je l'ai rencontré, il m'a dit, vous direz au juge Wagner que c'est un peu à cause de vous qui pousse le dossier, parce que vous avez dit dans une conférence où vous avez parlé en disant « oser, savoir oser, sachez oser ». Et c'est ça. Et le juge Sanson nous dit qu'avant ces auditions, il dit « bon, qu'est-ce qu'on peut faire là? Y a-t-il des choses que vous pouvez comme suggérer-le à la Cour? On peut-tu faire ça électroniquement? » Il faut être proactif. Et moi, j'ai toujours pensé que c'est la meilleure façon d'avancer. Alors, c'est pas vrai qu'on va avancer si on attend un développement. Alors, la profession juridique, là, que ce soit comme les avocats, les juges, c'est une profession qui se complaît dans le conservatisme. On aime beaucoup les précédents, n'est-ce pas? Alors, on aime ça quand ça a déjà été décidé. Il faut être capable de pousser l'enveloppe un peu des fois, puis de dépoussiérer, puis de penser à des nouvelles façons. Puis c'est pas nécessairement en ligne naturelle avec la profession judiciaire et juridique, ça. Mais il faut se forcer. Ouais, tout à fait. Et c'est en faisant ça qu'on fait toutes sortes d'initiatives qui fonctionnent des fois, qui fonctionnent moins d'autres fois. Mais là, il y a eu nos courses en bref qui fonctionnent bien. On a eu notre rapport annuel, la première fois cette année, l'année passée, 2018. Ouais. Notre voyage à l'extérieur d'Ottawa. Toutes ces affaires-là, là, c'est parce qu'on a osé. Et le juge Sanson a raison de dire ça. Je veux dire, il faut oser. Il faut oser. Sinon, on va rester dans l'immobilisme. Là, vous parliez de réduire les délais. On essaye de mettre l'accent sur le dépôt électronique de documents. Moi, je pense que ça va aider. Je pense qu'il y a déjà une amélioration. On parlait de 23 mois dans les années 80. Oui, là. Tout à fait. Là, on parle de 6 mois. Mais il y a des
il y a des délais minimum qu'on doit respecter quand même. Oui, mais moi, je pense qu'on est peut-être rendu au bout aussi. Là. 6 mois, c'est quand même. C'est quand même excellent. bon, là, parce que là, il ne faut pas oublier là, que tous nos jugements sont traduits. Alors, il y a une équipe de jury-linguistes là-dessus, ça prend du temps, ça. Mm-hmm. Je suis pour mon dire, mes collègues pensent la même chose que moi. On ne sort rien si ce n'est pas numéro 1. Si ce n'est pas parfait. En d'autres mots, là, on n'accepte pas là, de couper les coins ronds. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il faut qu'on donne un produit de qualité. Et il y a d'autres cours suprêmes dans le monde qui n'ont pas à traiter de ces pas embûches, là, mais de ces délais additionnels-là. Nous, tout est traduit. Mm-hmm. Aux États-Unis, ils peuvent bien se vanter de dire qu'ils sortent tout leur jugement avant la fin juin, mais ils n'ont pas besoin de traduire leur décision, eux autres. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de tribunaux d'appel en France qui font juste dire rejeter, accueillir. 4 lignes, et puis alors que nous, ça fait partie de nos traditions, puis on va les maintenir comme ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autres cours qui nous regardent aller puis qui sont très impressionnés avec la manière avec laquelle on travaille. Si on continue là-dessus, on vous regarde aller. Quand vous regardez les avocats, là, mais représentation des avocats, qu'est-ce que vous attendez des avocats qui se présentent devant vous? Qui nous aident. Qui vous aident. Parce que, écoutez, pour être allé à la Cour d'appel, je suis jamais venu à la Cour suprême, pour être allé à la Cour d'appel, c'est fantastique de plaider là parce qu'ils connaissent le dossier, ils ont lu, ils ont beaucoup de références et on peut se faire challenger. Moi, c'est ce que j'aime le plus de la pratique du litige. Je vais me faire challenger. Moi, juste parler pendant 2 jours, ça m'intéresse plus ou moins. Mais vous attendez quoi? Là? C'est quoi aider un juge de la Cour suprême? Bien là, je pense que l'avocat doit considérer que le dossier, on l'a lu. Puis ça, là, je vous garantis que les 9, on lit le dossier. Mm-hmm. On le connaît. On les a lus, les facteurs. Alors, ça ne sert à rien de venir devant nous puis de lire son facteur. Ça, c'est la pire erreur qu'un avocat plaideur peut faire en Cour suprême. Tenez-vous-le pour dit, chers collègues. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut choisir ses batailles aussi. On a 5 arguments. Il y en a 3 vraiment qui sont solides. On met l'accent là-dessus. On ne le met pas sur les 5. Okay. Choisir ses batailles, c'est un signe de compétence et d'intelligence. Et les juges le savent, ça. Donc, on met les chances de notre côté comme avocat si on fait ça. Et donc, l'avocat doit venir nous dire pourquoi il doit avoir gain de cause dans le dossier. Et on vous convainc comment? Comment convaincre une cour? Il faut être convaincu pour être convaincant, n'est-ce pas? Alors, premièrement, une bonne préparation. Et rendu à la Cour suprême, là, il me semble qu'après avoir eu un jugement en première instance, après avoir obtenu un jugement en cour d'appel, si on n'est pas préparé en Cour suprême, il y a un problème. Alors, normalement, vous devriez maîtriser le dossier là, au complet. Et vous n'auriez pas besoin normalement de lire vos notes, ou vous devriez expliquer au juge pourquoi vous devriez avoir gain de cause. Pour nous, l'audition est importante pour confirmer des choses, confirmer des impressions, pour tester une façon de voir les choses. Parce que bien souvent, en entrant dans la salle d'audience, on a une bonne idée d'où est-ce qu'on s'en va. Oui, tout à fait. Comme en cour d'appel. Mais 5, on revient à l'exemple de 5 arguments. Choisis tes batailles, choisis-en 3. Moi, je suis convaincu que mes 5 sont bons. Est-ce que vous allez diriger l'avocat un peu pour dire, écoute, parle-moi de ça? Ça peut arriver. Okay. Ça peut arriver. Ça fait partie du dialogue avec l'avocat pour s'assurer qu'on ait tous les outils. Quand je vous disais tantôt, pour nous aider, c'est ça. Hein? Mm-hmm. On a besoin de l'aide. On a besoin d'avoir tous les arguments. Puis ce sera à nous à décider si c'est acceptable ou non. Mais encore faut-il qu'on ait les outils. Lorsque j'écoute en ligne, d'ailleurs, c'est une très belle initiative, ça fait très longtemps que ça existe. Lorsque j'écoute en ligne les auditions, vous n'êtes pas une cour qui est très interventionniste, cependant. Ça dépend des dossiers. Okay. Ça dépend des dossiers, mais on est très respectueux des plaideurs, je pense. Moi, j'ai toujours dit, je suis venu à la Cour plaider à la Cour suprême. J'ai toujours prétendu que c'était l'endroit qui était le plus agréable pour plaider. Parce qu'à l'époque, moi, il y avait 2 dossiers par jour. Là, il y en a juste simplement un. Ouais. Donc, il n'y a pas de foule. Là. Mm-hmm. Les employés de la Cour sont très gentils avec les avocats et les plaideurs, je pense. Là. C'est tout à fait vrai. Moi, je me souviens en 94-95, Viateur Bergeron, je faisais un peu de travail pour lui l'été. Il m'avait envoyé ici pour chercher un dossier où je me souviens plus trop quoi. Puis je me suis fait livrer le dossier sur un chariot par un membre de la Cour. Ah oui. On a du bon personnel de première qualité. Et les juges, je pense, sont absolument gentils aussi, là. Je pense. Là. Et donc, c'est agréable de plaider ici. On connaît notre dossier parce qu'on l'a plaidé très souvent. C'est pas toujours la même chose, là, mais dans plusieurs cas, on l'a plaidé une fois en cour d'appel puis une fois en première instance. Décorum?
Le décorum, c'est pas pour les juges. Hein. Le décorum, c'est pour les citoyens. OK. Alors... merci de le préciser, merci de me le dire. C'est vrai, est-ce qu'on veut... Non, les gens ont l'impression de dire que parce qu'il y a du décorum, c'est pour les juges. Pas pour les juges. C'est pour s'assurer que les citoyens qui voient ça, qui sont dans la salle ou qui le voient à la télévision, disent c'est sérieux, là. Donc, on peut faire confiance dans ce système-là. C'est pour ça le décorum. C'est pas pour les juges. Merci de le préciser. Rapidement, trucs et astuces pour les avocats? Être prêt, choisir ses batailles. Ben, ça, c'est ça. Déjà, c'est pas mal. Vous êtes pas mal bien le rapport passé. On s'attachera pas à ça seulement. La vision actuelle de la Cour suprême du Canada, selon vous, rendre la Cour plus accessible au public. On a déjà parlé du déplacement de la Cour à Winnipeg, par exemple. Vous voulez démystifier le travail des tribunaux. Vous vous plaisez, et je pense que vous avez raison de dire que vous communiquez mieux avec la population en Twitter, Facebook. Vous avez une page LinkedIn aussi. D'ailleurs, chers auditeurs, tous les liens là, vers la Cour suprême du Canada seront mis dans les notes de l'épisode. C'est quoi rendre la Cour suprême du Canada, qui est déjà un peu loin du public, la rendre plus accessible au public? C'est quoi votre vision de ça? C'est justement... moi, évidemment, je suis un grand fan de notre système judiciaire au Canada. Parce que j'ai eu la chance d'en voir d'autres aussi ailleurs. Là. Et même si on a nos faiblesses puis nos choses à améliorer, on a un excellent système de justice. On a d'excellents juges, bien formés. Et donc, je trouve ça important que les gens le sachent et puissent apprécier. Parce que c'est fondamentalement la meilleure façon pour assurer la démocratie. Mm-hmm. Quand les gens vont arrêter d'aller devant les tribunaux, quand les gens vont douter de la pertinence d'un tribunal, d'un juge, bien, ça va être le début de la fin. Parce que les gens vont régler leurs problèmes sur le coin de la rue et ça va être le chaos et l'anarchie. Donc, c'est important en démocratie de s'assurer que les gens continuent d'avoir foi dans notre système de justice. Puis la meilleure façon de s'assurer de ça, c'est en communiquant nos décisions, en faisant connaître nos juges et nos tribunaux par les citoyens. Et donc, c'est des efforts constants de communication additionnelle et de transparence. Je fais le lien avec ça parce que votre ex-collègue Beverly McLaughlin avait prononcé une allocution sur le déclin de la démocratie et de la primauté du droit. Comment protéger la primauté du droit et l'indépendance de la magistrature? Ouais. C'est un peu ça que vous nous dites. Absolument. Parce qu'on assiste maintenant à un déclin de ça. Les régimes autoritaires sont de plus en plus présents. On n'a pas besoin d'aller bien loin. Allez-y. Hein? On a juste à regarder près de chez nous, là, puis on voit un déclin quand même du discours public. Déclin également de l'indépendance judiciaire. Est-ce qu'on a ce risque-là de politisation de la Cour suprême du Canada? Puis on va le dire, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce que c'est un risque qu'on a ici au Canada? Je pense qu'il faut être aux aguets. Je pense que la pire erreur, ça serait de s'asseoir sur nos lauriers puis nous dire, nous, ça ne peut pas nous arriver, puis tout est bien, tout est parfait. Parce qu'on a des us et coutumes, parce qu'on a des traditions quand même très bien ancrées là, d'indépendance judiciaire. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on peut s'asseoir sur nos lauriers. Je pense qu'il faut toujours être aux aguets. Il faut toujours être soucieux de maintenir nos acquis parce que ça peut déraper facilement. Puis regardez ce qui se passe dans d'autres sociétés, soi-disant gouvernées par la règle de droit, puis la démocratie. Ouais. C'est très vulnérable, c'est très sensible. Et donc, ça serait une erreur de penser que ça ne pourrait pas nous arriver. Il faut travailler pour ça de façon continuelle. La troisième branche du gouvernement, la Cour suprême du Canada, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'infiltration, disons, si on peut dire, là, je comprends que c'est dans la même veine, là, mais du politique dans votre... Tu sais, il y a l'exécutif, il y a le législatif, puis il y a le judiciaire. Est-ce que l'exécutif pourrait se mêler... Moi, je suis très optimiste ici au Canada. Là. Okay. On a un excellent système. Je pense que les politiques respectent le judiciaire respecte le politique et le législatif. Et donc, ça va bien, mais il faut quand même rester aux aguets. Parce que le premier signe d'un État totalitaire qui va diminuer le niveau de démocratie, ben, c'est quand on attaque les juges, puis quand on attaque les médias d'information. Alors, regardez ce qui se passe dans certaines sociétés soi-disant démocratiques, là. Et ça, c'est un premier signe d'un État autoritaire et
dictatoriale. Alors, il ne faut pas que ça arrive ici. Le Fifth Estate est attaqué dans d'autres pays. C'est vrai au niveau du... C'est vrai pour les avocats aussi, d'ailleurs. Les barreaux sont attaqués dans ces régions-là par les régimes totalitaires. Alors... Tenons-le pour dire encore une fois d'autres choses. Chers auditeurs, nous allons prendre une petite pause et au retour, nous allons parler des enjeux de la Cour suprême du Canada, du futur de la Cour suprême du Canada et on va demander au juge Wagner de nous parler un petit peu de l'héritage qu'il compte laisser. Le podcast Questions de preuve, produit et réalisé par Rivercast Media, est une nouvelle façon de suivre différents sujets du domaine juridique dans l'ère du numérique, faire avancer la pratique du droit et faciliter l'accès à la justice. Les avantages de ce format audio sont nombreux, la facilité d'accès et d'écoute, une disponibilité en tout temps, des sujets variés et pointus, une flexibilité de l'apprentissage pour un auditoire ciblé et engagé. Il ne reste que 3 mois à la période de formation continue pour compléter vos 30 heures requises par les ordres professionnels. La plupart des épisodes de Questions de preuve sont reconnus comme activités de formation continue par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec. Jusqu'à tout récemment, l'offre conventionnelle de formation continue était constituée principalement de formations en salle, colloques, congrès ou webinaires à saveur de cours magistrales. Notre formule de formation par podcast permet de remplir vos obligations, pourquoi pas dans votre voiture ou en vaquant à vos occupations habituelles. Faites d'une pierre 2 coups. Pour les juristes qui nous écoutent, vous abonner à Questions de preuve est gratuit, mais c'est aussi une façon d'obtenir toutes vos 30 heures de formation continue pour aussi peu que 300 $. En effet, profitez d'un tarif équivalent à 10 $ l'heure de formation. Tous les détails dans la section Questions de preuve du site rivercastmedia.com. Nous sommes de retour, chers auditeurs, avec le juge Wagner. Nous sommes dans la salle de lecture des juges directement de la Cour suprême du Canada à Ottawa. Et, Monsieur le juge Wagner, j'aimerais ça que vous nous entreteniez un petit peu sur les questions d'accès à la justice, les conditions sociales, les conditions économiques. Il y a des problèmes ou il n'y a pas de problème d'accès à la justice au Canada? Je sais que dans une allocution récente, l'an dernier, ou il y a 2 ans, vous avez parlé que lorsque vous avez été nommé à la magistrature, c'était une question qu'on parlait déjà. Absolument. Je vous dirais même qu'il y a 20 ans, on en parlait déjà, quand j'étais bâtonnier de Montréal, et 2001-2002. L'accès à la justice, c'est un terme qui comprend beaucoup de choses. Hein? L'accès à la justice, c'est également l'accès à l'information. On en a parlé un petit peu tantôt au niveau du CAEJ. Donc, c'est de permettre aux gens de connaître s'ils ont des droits, pour commencer. Donc, l'information juridique, l'accès à l'information juridique fait partie de cette espèce de grande famille, si je peux dire, de l'accès à la justice. Ensuite, il y a évidemment l'accès aux tribunaux, l'accès à l'avocat, les coûts, donc les délais, qui font partie également des ingrédients là, qui font en sorte là, qu'il y a un accès ou il y a un moindre accès à la justice. Alors, c'est un problème qui est criant, c'est un problème qui remonte quand même à plusieurs années. On a lancé un signal d'alarme assez fort avec l'arrêt Jordan. Même si vous vous en souviendrez, j'étais dissident dans le dossier. Je trouvais que c'était un prix à payer qui est quand même assez élevé, qu'on aurait pu y arriver autrement. Mais je dois avouer que je me suis rallié rapidement, évidemment, dans la décision de coder qui a suivi, parce que c'est le droit. Ouais. Alors, il faut respecter nos précédents. Et l'avantage de l'arrêt Jordan, c'est que ça a envoyé un signal assez fort au gouvernement, aux gens qui devaient investir dans la justice. Parce que les gouvernements n'ont pas investi dans la justice. Au Québec, au Canada et dans toutes les sociétés démocratiques. C'est pas juste ici, là. C'était le même phénomène ailleurs à l'étranger. Les gouvernements ont investi dans la santé, dans l'éducation, ce qui est très bien. Oui. Mais on a négligé la justice, de telle sorte qu'on s'est retrouvé avec des systèmes de justice désuets. Manque de salles, manque de juges, manque de formation. Les employés dans le domaine de la justice, les employés des palais de justice n'étaient pas assez nombreux, etc., etc. Mais là, il y a eu un signal. Et là, moi, je suis quand même optimiste parce que les gouvernements ont commencé à investir des millions. Les barreaux, les avocats sont devenus également beaucoup plus conscients de leur responsabilité aussi, à la manière de gérer leur dossier. On l'a dit dans Jordan, ça peut s'appliquer également en droit civil, dans les domaines de droit civil que dans le droit criminel. Les juges ont une responsabilité à s'assurer de trouver les meilleurs moyens pour faciliter les choses aux gens à moindre coût. Les délais, la rédaction, rédiger
des décisions de façon claire. Ça fait partie de l'accès à la justice. Mais je vous en prie. Donc, ça a interpellé beaucoup d'acteurs dans le domaine. Hein? Alors, l'accès à la justice, ça concerne beaucoup de gens. Mais je vous entends parler de tout ça, mais du côté système judiciaire. Il y a des populations vulnérables, il y a des populations qui sont socialement marginalisées, et il y en a qui sont aussi économiquement incapables d'accéder au système de justice. Est-ce que c'est des enjeux qui vous tiennent à cœur? Absolument. Et évidemment, comme juge, nous, on doit décider des dossiers qui nous sont présentés, donc on n'a pas d'action politique. Mais dans les dossiers qui nous sont présentés, il peut arriver qu'on rende des décisions qui, justement, participent de cette facilitation de l'accès à la justice. Je vous réfère à certains arrêts, par exemple, pour les droits des Autochtones. Mais c'est à ça que je pense beaucoup. On parle du rapport de la commission Vien récemment. C'est ces populations qui sont extrêmement marginalisées, quand on parle d'accès à la justice, oubliez ça, il n'y a même pas de palais de justice. Il n'y a même pas de traducteur dans les langues que ces gens-là parlent. C'est très difficile. C'est parmi les plus vulnérables. Ouais. Et il y a une surpopulation des Autochtones, par exemple, dans les prisons. Clairement, là. Et que ça n'a aucun bon sens. Et quand on peut intervenir, lorsque les dossiers nous sont présentés, on va intervenir. Je prends par exemple l'arrêt Ewart que j'ai rendu l'année passée au niveau des conditions d'incarcération des gens autochtones. Il y a Williams, jusqu'à quel point on doit donner une déférence aux tribunaux spécialisés dans l'octroi de dommages et intérêts au peuple autochtone. Il y a plusieurs décisions dans lesquelles la Cour intervient, qui participent de cette amélioration, je pense, sinon dénonciation, d'un traitement inacceptable pour les plus vulnérables de la société. Que ce soit les Autochtones, que ce soit les femmes dans certains domaines, les jeunes également. Et donc, on agit dans les domaines dans lesquels on peut agir, puis il appartient aux autres d'assumer leurs responsabilités. Les solutions, c'est pas toujours de lancer de l'argent, cependant? C'est pas toujours de lancer de l'argent. C'est on parlait tantôt d'oser. Oser des nouvelles façons. Par exemple, l'aide juridique, c'est sûr qu'il n'y en a pas assez d'aide juridique. Les seuils sont trop bas. Mais il y a eu d'autres initiatives des avocats qui ont été extraordinaires. C'était ma prochaine question. On peut peut-être changer aussi le mode de facturation, oui, c'est ça. Puis ça, les gens en parlent maintenant. C'est pas simplement une idée. Là. La justice participative. Oui, puis les jurys pop de ce monde, puis toutes les organisations puis des initiatives qui participent justement à l'amélioration de l'accès à la justice. Et la Cour suprême serait d'accord avec des plus gros programmes, disons, de justice participative, des programmes d'augmenter les seuils au niveau de d'admissibilité à l'aide juridique? Ben, c'est sûr que ça, c'est des décisions politiques là, c'est sûr qu'on applaudirait. Okay. Moi, quand je vois des budgets d'aide juridique qui sont diminués, là, j'ai le goût de pleurer. Parce que c'est justement le courant inverse qu'on devrait adopter. Hein? Ça, on devrait. Puis c'est d'autant plus vrai qu'il y a des études très sérieuses aux États-Unis et en Europe qui indiquent que, économiquement, d'investir dans l'aide juridique, c'est rentable. Pour chaque dollar, il y a 6 $ de retour pour la société. Puis il y a eu aussi, on a vu des études récemment au niveau, ça a un impact sur la santé, ça a un impact sur un paquet de... Incroyable. Incroyable. La santé mentale, entre autres, là, tout le stress qui est subi par des gens qui ne peuvent pas obtenir justice. Et l'accès à la justice, vous disiez tout à l'heure qu'il y a un énorme pourcentage de gens qui se représentent ça, qui viennent même devant la Cour suprême du Canada. Donc, il y a l'aspect économique. Donc, il y a des gens qui sont informés, qui sont sont pas nécessairement économiquement dans une très mauvaise situation, mais qui ne peuvent pas se payer d'aller en cours. Il y a plusieurs raisons. J'ai souvent dit que je ne suis pas sûr si moi-même je peux m'engager moi-même, c'est ça? Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est un volet, une des raisons pour lesquelles, effectivement, les gens se représentent seuls. Il y en a d'autres aussi. Il y en a qui, je pense, qui peut-être à tort, pensent qu'ils sont mieux placés que les avocats pour défendre leurs intérêts. Ça existe. Je ne dis pas que c'est la majorité, là. Oui. Mais ça existe. Il y a plusieurs, donc, ça fait partie de la crédibilité du système de justice. Et donc, ici, à la Cour suprême, par exemple, je vous disais tantôt qu'il y a autour de 30% des requêtes de permission d'appeler, c'est des gens qui se représentent eux-mêmes. On a pris la décision
de les accompagner. Alors, vous pouvez comprendre facilement que les documents qu'ils déposent ne sont pas nécessairement conformes aux règles de pratique. Alors, plutôt que de rejeter ces documents-là, on les aide. Ça demande un temps fou à notre personnel de la Cour, mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Et donc, c'est notre contribution aussi. Oui, tout à fait. Aussi, la forme ne devrait pas être... Donc, le guide pour sur le fond. En effet. Monsieur le juge, je pense que c'est important de parler du prochain sujet puisque ça affecte tout le monde. C'est un peu dans l'air du temps, malheureusement. Et j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de santé mentale des membres de la magistrature et des membres de la communauté juridique en général. C'est un sujet qui me touche personnellement. Je suis très touché par ce sujet-là et je pense que c'est important d'en parler. On connaît tous, tous les avocats et juristes là, connaissent tous ce qui s'est passé avec le juge Gascon, qui a d'ailleurs été très public à cet effet au niveau de la santé mentale des membres de la magistrature. Et vous avez applaudi sa sortie publique, monsieur le juge. Et j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu là, des enjeux pour la magistrature. Le stress, écoutez, vous avez travaillé en grand cabinet toute votre vie avant de devenir juge, donc faire le saut rapidement comme ça, c'est certainement quelque chose qui pèse mentalement. Oui. C'est un sujet qui a été mis en retrait ou pour lequel les gens soit avaient peur d'en parler ou craignaient d'en parler. Il y a un stigmate associé aux maladies mentales et au stress, à l'anxiété. Puis pourtant, c'est tellement présent dans la communauté juridique, chez les avocats, chez les juges, chez tous les intervenants de la communauté juridique et il faut en parler. Il ne faut pas le cacher. Puis il n'y a rien de mal à en parler parce que ces gens-là contribuent énormément à la société. Mm-hmm. Et on ne devrait pas maintenir un stigmate négatif concernant cette situation-là. Il faut en parler, il faut le dénoncer, il faut encourager. Puis évidemment, c'est sûr qu'avec mon collègue Gascon, ce qui lui est arrivé récemment, ça a pris beaucoup de courage pour lui. On a convenu ensemble là, qu'il fallait l'exposer clairement, transparence. Et moi, j'ai beaucoup d'appréciation puis de respect pour le juge Gascon pour avoir pris le pari d'effectivement de le mettre sur la place publique. Et le juge Gascon a contribué énormément à la magistrature, contribué au droit. Mm-hmm. Alors, puis pourtant, il a malheureusement été pendant plusieurs années affecté par des problèmes d'anxiété. Et ça démontre donc que parmi les meilleurs de notre société, on peut en souffrir. Mais ce n'est pas la fin du monde, mais il ne faut pas le cacher, il faut en parler. Et c'est déjà la première étape, ça. Mm-hmm. Puis par la suite, les soins viennent par la suite. Et au niveau des structures, on parle pour la magistrature, mais il y a des possibilités pour un juge de se retirer un petit peu pour des problèmes de santé mentale. Est-ce que ça affecte son indépendance? Est-ce qu'on pourrait demander à un juge de se récuser parce qu'on sait qu'il a eu des problèmes de santé mentale l'an dernier? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on est tous des êtres humains avec des défauts, des qualités. Je pense que ça démontre notre humanité. Et je pense que c'est un des bienfaits de notre système de justice d'avoir des gens qui sont humains, pas des machines. Ça permet justement d'apprécier effectivement les droits et libertés dans un contexte réel et non pas artificiel. Alors, ça fait partie, je pense, des points positifs de notre magistrature. Et dans la mesure où effectivement on permet au juge, au juriste ou à l'avocat d'avoir accès à de l'aide, c'est ça qui est important. Et cette personne-là va continuer à contribuer à la société. Tout à fait. Merci d'avoir partagé là-dessus. Et merci surtout aussi d'avoir encouragé le juge Gascon à aller publiquement. Je pense que c'est important. On ne connaît pas les chiffres parce que c'est encore un stigmate, comme on dit, mais je pense qu'on serait surpris de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont affectés. Je pense que vous avez raison. Plus intensément que d'autres. Puis je pense que ça serait surprenant de voir ces chiffres-là. Au Québec, on a d'ailleurs la PAMBA, là, qui est un organisme qui soutient, entre autres, les avocats qui ont des problèmes de santé mentale. Mm-hmm. On va se quitter rapidement ou dans les prochaines minutes. J'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de l'héritage que vous voulez laisser. Je voudrais commencer peut-être par discuter selon vous, les décisions les plus importantes que vous avez rendues.
Je comprends que vous allez me dire sont toutes importantes. Oui. Et, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui, peut-être que vous êtes le plus fier ou, c'est sûr que la fierté vient un peu parce qu'il y a quelqu'un qui vous a demandé de vous pencher sur un dossier, mais est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez identifier comme étant quelque chose qui font... Une des missions du podcast Question de preuve, c'est de faire avancer la pratique du droit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait dire que ça a fait avancer la société, avancer le droit? Oui. Au risque d'être prétentieux, là, je trouve ça toujours un peu prétentieux de dire qu'est-ce que vous voulez laisser comme héritage. Vous êtes le juge en chef du Canada, M. le juge. Vous pouvez vous permettre de... Ben, j'ai toujours travaillé avec, je pense, beaucoup d'humilité. J'ai été très privilégié dans la vie et chanceux. Et présentement, je suis dans une position où, effectivement, je peux contribuer à l'amélioration de la vie de mes concitoyens. Puis il y a des décisions que je rends avec mes collègues, puis je pense à mes petits-enfants. OK. Et j'essaie de voir en quoi leur vie va être améliorée, leur sort, leur environnement. Et j'en ai 3, là, j'en attends un 4e bientôt. Et eux, évidemment, dans 20 ans, je ne serai peut-être plus là. Peu importe, je constate donc, en rendant des décisions, jusqu'à quel point ça peut avoir un impact sur ces vies-là. Et ils sont plusieurs, les décisions. Encore une fois, là, c'est sûr que si vous m'en demandez une récemment, ça a un lien avec la vie, la santé. Et l'arrêt Carter, pour moi, est un arrêt fondamental. On le voit d'ailleurs au quotidien, dans les journaux, jusqu'à quel point ça répondait à un besoin. Et à un niveau de soins, puis un niveau de qualité aussi, de vie. Et ça, j'étais particulièrement fier d'avoir pu contribuer à rédiger cette décision-là aussi. En sachant les conséquences de cette décision-là. C'est difficile quand même. Moi, j'ai quelque chose qui m'achale encore un peu aujourd'hui, cette décision-là, je dois dire. C'est sûr. Et vous parlez qu'on connaît, on entend parler des impacts dans les journaux, mais moi, je peux vous dire que j'ai entendu parler récemment de l'impact autour d'une salle en train de luncher avec des gens. Je me suis fait dire par une femme que son père avait pris cette décision-là. Ouais. Et ça OK, moi, je pense que souvent, on va évaluer la valeur d'une société par le traitement que cette société-là donne aux plus vulnérables. Et on parle souvent en termes de droit criminel, entre autres, les peines, puis tout ça. Comment on évalue une société par rapport au traitement qu'on donne. Bien, on peut en parler également au niveau des décisions du même ordre, au niveau des mesures sociales. Le droit au suicide, ça faisait partie du droit criminel auparavant. Alors, il y a un impact là, sur la qualité d'une société par rapport aux dispositions du droit criminel qui sont en vigueur. Là. C'est dans ce sens-là. Oui, bravo, merci. Merci de partager ça avec nous. Dans un autre ordre d'idée, les podcasts ont une rayonnance avec les jeunes avocats, les jeunes juristes qui sont en début ou en mi-carrière. Qu'est-ce que vous avez comme conseil? Vous avez le synopsis devant vous. Là. À un moment donné, j'avais dit comment on fait pour être juge. Ce que j'avais écrit, c'est comment fait-on pour devenir juge en chef, puis je l'ai enlevé de mon synopsis parce que finalement... mais c'est quoi les conseils pour un jeune juriste là, qui commence, qui vous écoute aujourd'hui, puis vous dites, tu veux avoir une carrière remplie, je veux dire, c'est pas pour tout le monde qui va devenir juge de la Cour suprême du Canada, mais tu vas avoir une belle carrière, tu veux que ta carrière soit remplie. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Moi, j'aurais tendance à dire... Parce que moi, je suis très optimiste. Je regarde la jeunesse, là. Moi, je suis très optimiste. Puis j'aurais tendance à dire, faites-vous confiance. Parce qu'un des problèmes souvent vécus par les plus jeunes, ceux qui commencent dans le domaine, c'est de ne pas assez se faire confiance, se décourager trop rapidement. Ça revient à oser. Même si on vous dit, peut-être que vous ne devriez pas faire ça, si ça vous tente, puis vous pensez avoir les capacités, faites-les. Apprenez à dire oui. Prenez des chances. Pas irresponsable, là. Mais se faire confiance. Moi, je pense que c'est une des meilleures façons pour s'assurer d'une vie agréable et heureuse et confortable aussi en même temps. Là. Se faire confiance. Puis je vous entends pas dire que le droit est tout non plus. Hein. C'est ça qui est le fun. Absolument pas. C'est ça. Il faut être ouvert. Si j'avais juste... Si j'avais pas gardé l'esprit ouvert à d'autres choses, j'aurais pas dit oui à bien des affaires, nouvelles pratiques en litige commercial,
comme juge au droit criminel, à m'intéresser aux affaires du barreau, à faire des voyages. Bref, il faut avoir l'esprit ouvert, pas être catégorisé dans un domaine en particulier. Oui, on l'entend beaucoup d'ailleurs pour les obligations de formation. Les avocats ils disent, bon, si moi je fais du droit criminel, je veux juste faire des formations en droit criminel. Ou, je ne dis pas que c'est bon ou mauvais, mais mon podcast il va dans tous les sens. Donc, c'est intéressant que vous dites ça aussi. L'héritage que veut laisser le juge Wagner, que ça soit social ou légal ou juridique, qu'est-ce que vous désirez laisser? J'espère que j'aurai contribué, mettons ça comme ça, contribué à rendre la Cour suprême mieux connue, plus transparente et bien appréciée de la population canadienne. Et dans ce sens-là, je pense que une de mes missions, c'est-à-dire de favoriser la crédibilité du système de justice, aurait été au moins en partie remplie. Je peux vous dire que Paris est presque... Ben, vous n'êtes pas à la retraite encore, mais jusqu'à maintenant, Paris tenu. Est-ce que vous comptez vous promener encore, faire de la Cour suprême du Canada une cour itinérante? Vous allez dans une autre ville? Il y a une différence entre faire ça à chaque 2-3 ans puis une cour itinérante, là, mais je peux vous dire qu'après en avoir parlé avec mes collègues dans le cadre d'un post-mortem récemment, compte tenu du succès de l'initiative, on va le refaire, mais probablement pas chaque année. Merci, monsieur le juge. Je quitte à tous mes invités en leur demandant un outil, un item, un ouvrage, n'importe quoi qui est un incontournable dans la vie professionnelle. Là, je me disais, on parlait, James et moi, tout à l'heure, je dis peut-être même qu'il pourrait nous dire qu'est-ce qu'un juge en chef fait pour se désennuyer. Est-ce que vous écoutez Suits sur Netflix ou est-ce que vous avez le temps de lire des romans? Qu'est-ce qui est pour vous quelque chose, un incontournable dans votre vie de tous les jours? Il faut essayer de se détendre, c'est sûr. Alors, j'essaie de passer le plus de temps possible avec ma famille. Et je vous parlais de mes petits-enfants, là, c'est une de mes plus grandes joies. Et puis, quand je les vois pas, je m'ennuie. Alors, j'essaie de les voir le plus souvent possible. Et, mais il faut trouver du temps, c'est sûr. Il faut trouver du temps pour se détendre en famille. Puis, j'essaie de le faire. Donc, la vie familiale est un incontournable. Je vous remercie beaucoup, monsieur le juge. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir accueillis. Merci à toute l'équipe de la Cour suprême du Canada de nous avoir accueillis. Merci James Patrick Cannon d'avoir participé à l'élaboration de l'épisode et d'avoir été présent avec moi lors de l'entretien. Merci à Sabrina Roy, notre magicienne, technicienne audio, qui s'assure que la qualité des enregistrements soit à la hauteur de mes ambitions. Merci à Constance qui a non seulement été le chauffeur pour se rendre à Ottawa, mais aussi agi comme directrice logistique, directrice technique et qui s'est assurée des communications avec l'équipe de la Cour suprême du Canada. Alors merci Constance. Le mot-clé pour cet épisode est autorisation. Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. Je suis @HRMartin sur Twitter et évidemment, je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Abonnez-vous à Questions de preuve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado. Évaluez-nous sur Apple Podcasts. C'est important, ça nous permet d'être reconnus dans les plateformes. Restez à l'écoute des prochains épisodes, nous allons accueillir d'autres invités de marque. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de Feu René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Musique Red One. À l'édition et à la technique, Sabrina Roy. À la recherche, James Patrick Cannon. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve. Cet épisode de Questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Je pourrais dire ma plateforme de notification électronique parce que je l'utilise. Je vous en parlerai pas autrement. Notifier avec Nota Bene, c'est facile. Remplissez le formulaire de notification, créez un seul envoi pour notifier plusieurs destinataires, ajoutez des informations détaillées sur la documentation transmise, téléversez vos documents et, si vous le voulez, choisissez une protection supplémentaire par code d'accès. Les documents volumineux sont aussi acceptés, les documents demeurent toujours au Canada et une fois
la notification réussie, les documents sont supprimés. Lorsque l'envoi est effectué, vous recevrez un avis par courrier. Lorsque l'envoi est lu et lorsque le document joint à la notification est téléchargé, vous recevez aussi un avis par courriel. Évidemment, quand tout est fait, vous recevez un rapport de notification, un peu comme on est habitué avec nos huissiers normalement. L'OACIQ, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, l'Ordre professionnel de la physiothérapie, la Chambre de la sécurité financière, l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, pour ne nommer que ceux-là, utilisent déjà la plateforme. Nota bene de LRM Huissier, notifié de façon sécuritaire et conforme en peu de temps et moins cher. Nota bene de lrmhuissier.com, votre nouvelle façon de notifier. lrmhuissiers.com, lrmhuissiers.com.